Alors nous recevons aujourd'hui un psychanalyste doublé d'un psychopathologue. Alors on se méfie un peu de ces chirurgiens de l'esprit. La psychanalyse, vous le savez, est fouilleuse, inquisitrice. Alors, quand j'ai su ça, j'ai fait rapidement un tour dans mon passé. Mon père est mort dans son lit. Ça va. Ma mère a fait de la résistance comme tout le monde. Et moi, j'ai résisté dimanche à mon tour à la vague bleue. Vous savez que vu que c'était clair, le lundi des élections, vous avez fait une belle carte bleue de l'Aube qui était magnifique, bleue des deux côtés. Alors, je ne suis pas, moi, habilité à vous donner des conseils en période électorale. Vous avez vu sans doute les deux routes tout à l'heure pour vous montrer la difficulté du choix. Alors, celle de droite me semble quand même beaucoup plus hasardeuse et épineuse. Alors, Roland Gori, du coup, quand je lui ai raconté ma vie passée, il m'a dit « Ne vous inquiétez pas, monsieur Lefebvre, je ne fais pas dans le particulier, je fais dans le général, la société, comment ça marche, l'intrusion des techniques de communication. » Il m'a rappelé quand même la servitude, hein, c'est un mot ça, la servitude. C'était un vieux truc connu depuis le néolithique. Avant, on ne sait pas trop. Il semble que ce fut plus égalitaire, plus fraternel, d'après les préhistoriens que nous avons fait venir, dont Madame Patou-Matisse. Vous savez aussi que la servitude a été analysée par un ami de Montaigne, un nommé Étienne de la Boétie, qui avait écrit à l'âge de 20 ans le discours de la servitude volontaire. Alors pour Montaigne, c'est bien d'avoir un ami aussi perspicace et courageux. Et moi, avec vous tous, c'est des essais, c'est normal. Ah oui, c'est la servitude du micro. Donc je vous disais que moi, avec vous tous, qui êtes fidèles et précieux, et combien gentils, avec Roland Gori, venu de si loin, ben vous êtes mon La Boétie collectif. C'est gentil, hein? Alors je vais laisser la parole à notre professeur, une parole qui est très recherchée. Il va vous parler des outils technologiques, de leur intrusion dans notre vie, des outils dont je suis équipé comme vous tous, que je maîtrise plus ou moins bien, et parfois je suis effrayé par l'emprise qu'ils ont sur moi. Et dès que je touche un bouton, j'ai l'impression de réveiller un serpent qui me file entre les doigts. Et parfois, ils se mettent à siffler tout seuls, ces serpents. Ils ont plusieurs sonneries d'ailleurs, mais vous avez une occasion de l'empêcher, votre serpent à vous, en le sortant de votre sac et en l'étouffant. Hein, c'est ce qu'on dit pour un serpent. Je vous remercie. Restons sérieux. Mardi prochain, ici même, avec une sono qui marche, on l'espère, nous avons invité une autre personnalité, celle du monde de la déportation, l'historien Serge Volikov, qui va nous parler des enjeux de la mémoire. Et Serge Volikov est président de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Il est également l'un des experts français du Conseil international des archives. Et nous, passeurs d'histoire ou simples citoyens, nous avons un gros souci à nous faire concernant notre rapport avec notre histoire de France. Et je vous parlerai dans notre prochaine lettre, la lettre numéro 16. Je vous demande de vous inscrire pour la recevoir. Eh bien, dans cette lettre, je vous donnerai les résultats qui sont jugés affligeants par les autorités
académique du concours national de la résistance. Bien sûr, les coupables ne sont pas à aller chercher chez les enfants. C'est tout un système qui s'est mis en place qui fait que, eh bien, pour des enfants de 15 ans, pour des enfants de 12 à 15 ans, 16 ans, le mot résistance, pendant la guerre, ne leur dit rien qui vaille. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à prendre une adhésion modeste mais indispensable près d'Alain Ragnatella. Tout à l'heure, Roland Gori se fera un plaisir de vous dédicacer ses ouvrages. Merci de votre attention et de votre gentillesse surtout. Eh bien, merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci à M. Lefebvre de son accueil et de sa gentillesse. Merci à l'UPOP de cette invitation. Je suis un petit peu perturbé, je vais un petit peu vous expliquer pourquoi. En toute amitié, vous me permettrez donc cette confidence. On vient de me proposer de parler dans un micro qui ne marcherait pas, mais qui aurait l'avantage de permettre l'enregistrement. C'est exactement le moment où, si vous voulez, l'instrument qui doit nous servir se transforme en vecteur de servitude, puisque c'est nous qui devons, à ce moment-là, servir l'instrument. Bien sûr, j'ai refusé. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser et de ne point m'en tenir rigueur. Et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, je suis donc directement enregistré. Alors, je vous ai proposé ce soir de parler de la fabrique de nos servitudes, puisque c'est mon dernier ouvrage que vous ne trouverez pas sur la table. Je crois qu'il y a eu aussi une confusion, mais ça n'est pas un problème majeur puisque vous pouvez vous le procurer. La question, si vous voulez, que je suis venu vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que, justement, dans le monde qui est le nôtre, et où chacun est un peu invité à se transformer en auto-entreprise de lui-même, c'est-à-dire en micro-entreprise autogérée, ouverte à la concurrence, à la compétition sur le marché des jouissances existentielles, c'est-à-dire aujourd'hui où finalement l'entreprise devient le modèle qui, si vous voulez, nous est proposé comme idéal aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce qui est devenu ce qu'on a appelé rapidement le néolibéralisme ou le capitalisme néolibéral, est-ce que, avec la mondialisation bien sûr, est-ce que nous ne sommes pas devenus les nouveaux esclaves de la modernité? Alors bien sûr, comparaison n'est pas raison, et il va de soi que, si vous voulez, je vais en parler, mais notre situation n'est pas aussi douloureuse, dramatique, meurtrière, criminelle, bien sûr, qu'elle ne le fut du temps des négriers et du temps des esclaves, c'est-à-dire du temps où on arrachait des populations de leurs terres pour pouvoir les transformer comme instruments au service des planteurs et des plantations. C'est un point très important parce que si vous voulez entendre quelque chose du côté de la liberté ou du côté de la servitude, c'est peut-être par ce chemin-là qu'il faut prendre les choses, à savoir que la liberté, c'est le pouvoir d'agir et notamment le pouvoir de nouer des liens, le pouvoir, si vous voulez, de créer des liens. Et la servitude, eh bien, elle opère, elle procède par justement un arrachement aux liens. Et par exemple, comme vous le savez, lorsque les Africains étaient arrachés d'Afrique et mis dans les cales des bateaux négriers, eh bien, les équipages s'arrangeaient pour ne pas mettre les esclaves de la même tribu ou parlant la même langue, ce qui est un point très important. C'est-à-dire qu'ils étaient, en gros, d'entrée de jeu, désolidarisés afin de pouvoir être transformés en instruments. C'est un point qui est très important, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est justement cette opération de déliaison qui, en rendant l'individu à une extrême solitude, le transforme en un instrument au service d'un pouvoir qui traite l'homme donc un instrument. C'est un point très important, ce qui veut dire que, si vous voulez,
il n'y a pas de liberté sans la présence de l'autre. La philosophe Hannah Arendt disait « la liberté requiert la présence d'autrui ». C'est-à-dire que chaque fois qu'on se croit libre parce qu'on décide tout seul, on est d'une certaine manière aliéné. Je reviendrai donc sur ce point. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous ne sommes pas en apparence enchaînés. Nous ne portons pas, si vous voulez, des anneaux attachés aux chevilles, ou bien nous ne sommes pas mutilés, nous ne sommes pas violés, transformés en marchandises, etc. Nous ne sommes pas des instruments. Et il n'empêche que quelque part, aujourd'hui, nous sommes tenus par des chaînes numériques. Et c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous dire. C'est-à-dire que les moyens par lesquels aujourd'hui on place les humains dans une extrême solitude et on les transforme, si vous voulez, en instruments de production, eh bien, passent essentiellement par ce processus de déliaison, je vais en parler, qu'on appelle le taylorisme, et par, si vous voulez, un enchaînement à des carcans qui sont immatériels, dématérialisés, et qui pourtant nous contraignent. Alors, très vite, si vous voulez, le taylorisme, c'est mon ennemi. Le taylorisme, vous le savez, c'est l'organisation scientifique du travail qui part d'un principe relativement simple, à savoir qu'il y a des experts qui vont observer la manière dont travaillent les ouvriers en essayant de prélever par leur observation les séquences nécessaires à optimaliser le rendement avec une évaluation individuelle. En compensation de quoi, tous ceux qui acceptent de passer par le canal de ce type de production, qui les dépossède justement d'un savoir, qui les dépossède d'un savoir-faire, qui dépossède, je dirais, de la dimension œuvrière du travail, tous ceux qui acceptent en quelque sorte de se placer dans cette chaîne de production, eh bien, sont en quelque sorte récompensés par une prime, c'est le système de Taylor, n'est-ce pas ? On a comme ça permis d'optimaliser la production. En compensation, on donnait une prime à ceux qui acceptaient de se transformer d'une certaine façon, si vous voulez, en agents de production aliénés à une chaîne. Pour vous donner un exemple très vite, vous prenez les temps modernes de Charlot et vous vous souvenez que Charlot est sur une chaîne de production de pièces métalliques et il fait le même geste, c'est-à-dire le geste qui lui a été prescrit par un autre. L'aliénation, elle commence là. L'aliénation, elle commence à partir du moment où, effectivement, il n'y a plus qu'à appliquer ce qui est prescrit. Je vais y revenir. Et ce geste donc de production sur cette chaîne automatique, ce geste de production n'est pas simplement un geste professionnel. Je vais aussi y revenir, n'est-ce pas ? Ce geste est ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelle un habitus. Un habitus, ça veut dire un certain style de présence au monde. Un habitus, ça veut dire une disposition à penser ou à agir d'une certaine façon. Et la preuve, c'est que Charlot, qui fait ce geste sur la chaîne de production de pièces métalliques, vous vous souvenez, quand il va dans la rue, eh bien, il se met à faire le même geste avec les tétons des femmes, et ensuite il passe dans la machine elle-même, il en devient un rouage. Vous avez là, je vais commencer mon topo, je ne l'ai pas encore fait, vous l'avez compris, mais vous avez juste une introduction, vous avez là en quelque sorte le modèle de fabrique d'une servitude, c'est-à-dire que dès quelque chose qui est acquis sur une scène professionnelle ou scène scolaire, on va y revenir avec les abominables réformes de M. Blanquer, qui est ma tête de Turc dans mon dernier livre, n'est-ce pas ? Eh bien, cette fabrique, si vous voulez, d'habitus, en quelque sorte, elle s'acquiert sur la scène scolaire ou elle s'acquiert sur la scène professionnelle, mais elle n'est pas simplement un geste limité à cette scène-là, elle est une manière de penser et aussi une manière d'entrer en relation avec les autres, ce qu'on appelle un habitus. Un habitus, avec Pierre Bourdieu, c'est non seulement un type de lien social,
mais c'est un type de lien social qui est intériorisé, incorporé, et qui devient une certaine manière de penser, c'est-à-dire une structure mentale, structure cognitive ou structure symbolique. Je préfère parler de structure symbolique. Donc c'est un point très important, puisque ça veut dire qu'après, on ne pense le monde, on ne pense les autres, et on se pense soi-même uniquement sur ce modèle-là. La preuve, par exemple, aujourd'hui, vous allez sur des sites de rencontres, n'est-ce pas, et vous allez vous présenter sur ces sites de rencontres comme vous vous présentez à un entretien d'embauche, c'est-à-dire en vous alignant sur le même type de profil qui peut, en quelque sorte, produire du profit existentiel, du profit de rencontre. Vous matchez à ce moment-là. Bon, on y reviendra. Alors, ça, c'est donc extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut partir de là. Et si vous lisez, par exemple, la traduction française de l'Organisation scientifique du travail de Taylor, n'est-ce pas, début donc du XXe siècle, comme vous savez, 1900 et quelques, n'est-ce pas, eh bien, vous verrez que le préfacier, le Châtelier, qui a donné d'ailleurs pas mal son nom à des lycées techniques, le Châtelier fait une préface abominable, totalement abominable, il faut bien le dire, dans laquelle il dit que l'économie obéit à des lois naturelles et qu'on ne saurait les contrarier, comme ont tenté de le faire les différentes révolutions, 1789, 1830, 1848, etc. Bon. Donc, en gros, il annonce la couleur, il ne vous reste plus qu'à vous aligner sur les exigences de l'économie que vous ne sauriez contrarier, pas davantage que vous ne pourriez contrarier les lois de la nature. Point important. Et il dit aussi cette chose essentielle, il dit que cette organisation scientifique du travail, elle produit un moyen de lutter contre la paresse naturelle des ouvriers, n'est-ce pas? Et notamment comme leur tentation d'être solidaires des compagnons d'atelier et qui les amènerait à réduire les cadences pour éviter le licenciement de leurs camarades. Donc ça veut dire, c'est très clair, ça veut dire que le taylorisme est un moyen de couper les liens sociaux à l'intérieur même de l'atelier, n'est-ce pas, et en faisant une évaluation individuelle. Bon, vous l'avez compris, c'est 1910, 1905, 1911. Voilà. Donc vous l'avez compris, vous avez là le taylorisme, et je vais vous dire, Lénine s'est planté, il a tué la révolution bolchevique à partir du moment où il a dit que Taylor était un génie de l'humanité. À partir de ce moment-là, c'est foutu. De toute façon, tout ce qui va suivre, historiquement parlant, ne peut être qu'une catastrophe, qui a un nom philosophique. Je donne le nom philosophique, il s'appelle le productivisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, l'homme doit se mettre au service de la production, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas aspirer à une quelconque justice sociale, à une quelconque fraternité citoyenne. C'est foutu. Bon. Alors, une fois que vous avez, si j'ose dire, avec moi, accepté ce principe de départ, c'est-à-dire que le taylorisme est vraiment un crime de civilisation qui produit sur les scènes, si vous voulez, professionnelles, une aliénation de celui qui œuvre à un protocole qui lui est prescrit et qui n'est pas le sien et qui n'est pas en quelque sorte produit par son savoir, son savoir-faire, son savoir-être. À partir du moment où vous avez bien voulu accepter ce principe de départ, c'est-à-dire que c'est l'aliénation telle qu'elle a été décrite par le jeune Marx, le Marx hegelien, si vous voulez, au milieu du XIXe siècle, n'est-ce pas? C'est à partir de ce moment-là, c'est à partir de cette dépossession, eh bien, la question est de savoir si aujourd'hui, ce qui était vrai au temps moderne, n'est-ce pas, de la deuxième révolution industrielle et même des révolutions postérieures, n'est pas vrai pour l'ensemble de nos métiers. L'ensemble de nos métiers. Et c'est là où, n'est-ce pas, vous voyez qu'en quelque sorte, aujourd'hui, l'école de M. Blanquer, elle est typiquement une école qui est une incitation au taylorisme, où il s'agit d'acquérir des compétences et non pas de répondre à un désir de savoir ou à un goût d'apprendre. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, si j'ai le temps, je vous en dirai deux mots. Alors, je vais enfin commencer mon topo. Je vois que le micro marche. Je vous ai un peu chauffé pour m'assurer que je pourrais parler. Pour l'instant, j'ai à peu près rien dit, mais ne vous inquiétez pas.
Donc comment nous sommes devenus les nouveaux esclaves de la modernité, grande question, et comment nous pouvons quand même nous en sortir. Et pour ça, je commencerai par 2 citations. J'aime beaucoup citer, un peu comme le philosophe Walter Benjamin, qui imaginait qu'un jour, il publierait un livre qui ne serait fait que de l'ensemble des citations. J'ai essayé de faire passer ça à mon éditeur Henri Trubert, dont vous avez d'ailleurs mis la photo à la place de la mienne dans l'article que vous m'avez consacré. Mais j'aime beaucoup Henri, il n'y a pas de problème, il a beaucoup rigolé, c'était son anniversaire hier, donc je l'ai informé. Et donc, si vous voulez, c'est pas possible, ça ne peut pas se vendre, un livre qui est fait uniquement de citations. Et pourtant, pour moi, c'est important. D'abord parce que le message est dans le montage, si j'ose dire. Et puis parce que, pourquoi je cite beaucoup Henri, qui est un éditeur formidable qui m'accompagne toujours dans l'écriture de mes livres, ce qui n'est pas le cas des éditeurs. J'ai publié avant dans des tas de maisons d'édition prestigieuses, Albin Michel, Flammarion, Seuil, etc., Les Puffs et autres. Bon, là, avec Les Liens qui libèrent, j'ai un éditeur qui aime ce que je fais, qui m'accompagne, encore une fois, à qui je parle. C'est impossible. C'est pas une bonne affaire pour lui. Je ne suis pas une bonne affaire pour lui. Mais si vous voulez, c'est important parce que citer, et souvent il dit tu cites trop, va directement à ce que tu vas dire. Bon, citer, c'est aussi reconnaître une dette. Or, nous sommes dans une société qui dénie la dette, qui méconnaît la dette. Alors, vous entendez partout la dette publique, comme Harpagon, ma cassette, la dette. Non. Mais en fait, c'est de la poudre aux yeux. Parce que la dette authentique qui fait qu'à la naissance, un petit homme ne peut pas survivre s'il n'y a pas un autre secourable qui s'occupe de lui, qui le prend en charge, c'est ça la dette, c'est une dette anthropologique, il meurt. Et l'humain est l'espèce animale qui a la plus longue enfance. C'est-à-dire, c'est l'espèce animale qui contracte la dette la plus importante à partir de laquelle se constitue la culture, la civilisation, et aussi bien sûr la névrose, parce qu'à force de rester très près de ses parents, bien sûr, on est un petit peu névrosé, c'est un problème. Bon. Donc vous voyez, cette dette sociale, alors, elle est très importante. Du coup, je me permets de faire une incise avant de commencer. Elle est à l'origine du mouvement social, de justice sociale, extrêmement important, qui est à la fin du 19e, début du 20e, qu'on appelle les solidaristes. Léon Bourgeois, Alfred Fouillet, tout ça vous dit quelque chose. Célestin Baudet, tout ça vous dit quelque chose. Ce sont des gens qui viennent s'opposer à une thèse concurrentielle, si je veux dire, et qui domine aujourd'hui, qui est Herbert Spencer. Herbert Spencer, c'est en quelque sorte c'est le modèle qui considère que c'est par la concurrence qu'on sélectionne les meilleurs. Que c'est vrai au niveau des cellules biologiques, c'est vrai au niveau des individus, c'est vrai au niveau des groupes, des races, des sociétés. Et vous savez bien que cette thèse de il ne faut surtout pas que l'État s'occupe des plus faibles, des plus malhabiles, des malades, parce qu'ils viennent ralentir le niveau de maturité d'une société, il faut les laisser mourir, il faut une sélection naturelle, il faut au contraire que ce soit par la lutte, la compétition, la concurrence, qu'on puisse sélectionner les meilleurs. Cette idée, vous vous en doutez, n'est-ce pas? Eh bien, elle a été recyclée par le nazisme, qui a vu la justification de son désir d'extension territoriale, d'expansion territoriale, cette idée du combat des races avec la sélection de la meilleure, qui ne pouvait être bien sûr que la race aryenne. C'est un modèle qui va dominer, qui est très très important, de nombreuses décennies, au début du XXe siècle, bien sûr, avec l'idéologie nazie, l'idéologie fasciste, etc. Mais, c'est le point important, cette idée, elle est recyclée par justement ce qu'on appelle l'école de Chicago, c'est-à-dire les économistes qui vont considérer que c'est la concurrence sur les marchés qui doit prévaloir
et que les États doivent au contraire se mettre au service des marchés et modéliser leurs propres services publics, d'intérêt général, etc., sur ce modèle-là. C'est-à-dire c'est le marché qui donne la vérité des choses. C'est le marché qui permet, n'est-ce pas, d'accroître la compétitivité d'une nation, d'un État, d'une société, voire de la planète entière. Ça va? Vous me suivez? Donc vous avez d'un côté, à ma droite, si j'ose dire, n'est-ce pas, les Spenceriens, c'est la concurrence qui est la meilleure organisation, aussi bien biologique que sociale. Il ne faut pas contrarier les lois de la nature. D'accord? Et à ma gauche, si j'ose dire, les solidaristes, qui disent que ça n'est pas vrai, que nous naissons avec un besoin d'entraide, une dette sociale, et que c'est par la solidarité, ils vont chercher aussi dans la nature des exemples, vous voyez, c'est par la solidarité que se constitue une société. Et Léon Bourgeois a même ce concept majeur, il est pas tout à fait d'accord avec Rousseau, qui dit, pour Rousseau, dit-il, il y a l'individu et la société, et l'individu devient citoyen à partir du moment où il cède à la société, il y a un contrat qui est passé. Léon Bourgeois dit non, c'est pas vrai, nous sommes dans une situation de quasi-contrat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'individu sans la société. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, c'est un point très important, je vais commencer, hein, ne vous inquiétez pas, donc, un point très important, d'un côté, vous avez le naturalisme économique, comme Alfred Fouillé appelle Spencer, de manière très juste, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, vous avez les solidaristes, avec cette idée que c'est justement par la solidarité sociale, par la justice, etc., qu'une société peut s'organiser et peut progresser. Paul Valéry disait de la concurrence, elle nous donne le meilleur marché, mais pas la meilleure qualité. Ce que Paul Valéry disait de la marchandise, ce qu'il disait d'un service rendu, dites-vous qu'aujourd'hui c'est vrai de nos vies. Et donc d'une certaine façon, le modèle de concurrence, qui aujourd'hui bien sûr ne passe pas par le truchement des armes, encore que à l'Est, comme vous le savez, bon, il s'en passe. Mais ce modèle aujourd'hui, qui est plutôt celui d'une concurrence économique, qui vient en lieu et place d'une lutte de tous contre tous, pour aller vite, ce modèle-là, il est fondamentalement spencerien. Et donc, il est venu s'installer dans les années 60 en Amérique du Sud, où les cow-boys de l'école de Chicago ont fait leurs armes. En 70, n'est-ce pas, ça s'est développé. En 80, avec Ronald Reagan, ça s'est installé aux États-Unis. Et bien sûr, avec Margaret Thatcher, etc., c'est la victoire de ce naturalisme économique que nous continuons à subir en opposition à une philosophie solidariste qui est celle qui avait, par exemple, inspiré ce qu'on appelle parfois un peu abusivement les 30 Glorieuses. Lorsqu'en 1944, le Bureau international du travail à Philadelphie considère que si on veut éviter les guerres fratricides que le XXe siècle a connues, il faut investir dans la culture, la santé, l'éducation et la justice, on est dans ce courant, dans le sillon des solidaristes. Je ne sais pas si vous me suivez. Lorsque on considère que la santé, n'est-ce pas, la santé, la culture, l'éducation, ça coûte de l'argent et ça creuse les déficits publics, on est forcément dans le courant spencerien. Et bien évidemment, on va dire que l'épidémie du Covid, et aujourd'hui sans doute la guerre en Europe, est en train justement de révéler, si vous voulez, les arrière-fonds de ces différentes oppositions. Alors, j'en viens à mon bouquin. Bah oui, je vous l'avais promis. Donc je commencerai par 2 citations. Oui, mais vous l'avez pas sur la table. Alors, bon. Alors, la première citation est de Bertolt Brecht. Il faut lire Bertolt Brecht. Ses écrits politiques sont formidables. Rien n'est pire que l'asservissement occulte, car si l'asservissement est manifeste, s'il est reconnu comme tel, il existe au moins une idée, un autre état, celui de la liberté. Mais si l'esclavage effectif est appelé par tous liberté, la liberté n'est même plus pensable. Non seulement l'asservissement devient un état naturel, mais la liberté
devient un état non naturel. Et je pense que c'est aussi ce qui nous rend difficile de comprendre ce que je balbutie depuis tout à l'heure, à savoir qu'il y a de nouvelles formes d'esclavage aujourd'hui dans la modernité. La deuxième citation est de Lacan. Lacan ayant lu Marx, le prolétaire n'est pas seulement exploité, il a été celui qui a été dépouillé de sa fonction de savoir. Donc vous voyez, c'est ce que, depuis tout à l'heure, je m'épuise à vous balbutier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous nos métiers, eh bien, nous sommes expropriés de notre responsabilité d'acte professionnel, nous sommes aliénés à des protocoles, à des règles, à des comportements qui nous sont prescrits. Quand, encore une fois, par exemple, on considère que les connaissances des écoliers sont attestées par des tests internationaux de compétences, on est dans ce modèle-là. Ce qui compte, ce n'est pas qu'ils apprennent et qu'ils aient du plaisir à apprendre, mais ils doivent répondre aux tests. Ça s'appelle un habitus. Et ils doivent prendre une disposition à répondre pour avoir un bon score. Donc on a passé intégralement la pédagogie à la moulinette de cette manière de penser. Ça va, je suis clair ? Or, c'est complètement idiot. C'est que même tous ceux qui travaillent en docimologie, c'est-à-dire sur les modèles pédagogiques notamment, savent parfaitement qu'il y a toujours une amélioration des résultats des tests. Non pas parce que les élèves ou les étudiants connaissent mieux les choses, mais parce qu'ils se sont ajustés, adaptés aux stratégies exigées d'eux pour obtenir le meilleur score. Ce qui se passe d'ailleurs dans la sélection des étudiants en médecine avec les QCM. Donc si vous voulez, en gros, je ne sais pas si vous sentez ce que j'essaie de vous faire passer qui est le plus important, c'est ça qu'on fabrique. On fabrique des imposteurs. J'ai fait d'ailleurs un livre qui s'appelle La fabrique des imposteurs, qui a un gros tabac, puisque c'est une vidéo qui a été vue 1 600 000 fois. Je fais quasiment mieux que ces mots, vous voyez. Bon. C'est pas parce que ce que je dis est génial, mais simplement parce que ça touche quelque chose de notre civilisation. On ne demande pas aux gens d'être honnêtes, mais de ne pas se faire prendre. On ne demande pas aux élèves d'aimer apprendre, de tirer plaisir de ce qu'ils font, on leur demande de répondre à des tests et d'obtenir des scores. Et je sais que je n'aurai pas le temps de vous en parler, mais toute l'école de M. Blanquer, c'est ça. Avec en plus une justification, c'est que ce qu'il dit est scientifique, ce qui est tout à fait stupide, mais c'est un autre problème. Vous voyez ? Et donc, aujourd'hui, par exemple, eh bien, considérer, comme le fait M. Blanquer, qu'une dictée quotidienne va permettre de mieux connaître le français et de connaître le sens du texte est une absurdité psychologique. C'est une absurdité pédagogique. Pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est qu'on reconnaît la forme d'un message, ce qui ne veut pas dire qu'on le comprenne. Alors vous allez dire, oui, bon, mais et alors ? Eh bien alors, justement, ce que je m'épuise à vous dire, mal sans doute depuis tout à l'heure, mais ce que je m'épuise à vous dire, c'est que c'est le modèle même de l'ordinateur que de reconnaître des messages, de les identifier et de pouvoir calculer à partir de cette identification sans comprendre le sens du texte. Et que donc, en quelque sorte, nous transformons les élèves en logiciels d'apprentissage. Et c'est d'ailleurs ce que dit celui que M. Blanquer a nommé à la tête du Conseil scientifique de l'éducation nationale, Stanislas Dehaene, professeur de psychologie cognitive au Collège de France, c'est-à-dire que l'enfant a un logiciel naturel d'apprentissage qui est son cerveau. Et si il y a des inégalités sociales aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des inégalités scolaires. Et s'il y a des inégalités scolaires, c'est parce qu'il y a de mauvais professeurs qui ne suivent pas les données de la science. Ça va, vous me suivez ? Bon. C'est-à-dire que Bourdieu, que Blanquer déteste, il parle de bourdieuserie. Nous, on parlera de blanquetterie. Mais enfin, eh bien, Bourdieu nous apprend que les inégalités scolaires sont liées à un capital symbolique que les élèves reçoivent, un héritage de par leur classe sociale, et qui permet une reproduction ensuite de
ces situations sociales. Eh bien, M. Blanquer, je dirais, donc sanctifié par M. Dehaene, dit qu'il n'y a pas d'inégalité sociale qui ne soit fabriquée par des inégalités scolaires, lesquelles sont fabriquées par des dysfonctionnements pédagogiques, des mauvais enseignants qui ne se sont pas fait, en quelque sorte, éduquer par les neurosciences. Vous suivez? Vous avez Taylor. Et c'est comme ça que Dehaene va dire qu'il faut que, c'est dans France Culture, écoutez-le, il faut que le million d'employés, il parle comme ça, que le million d'employés, n'est-ce pas, guide sa pédagogie à la lumière de la science, c'est-à-dire des neurosciences. Parce que le logiciel d'apprentissage, il est naturellement dans le cerveau. Et que donc, en gros, vous n'éduquez plus des élèves, vous n'avez plus des enfants, vous avez des cerveaux. Vous pouvez donc apprendre à ces cerveaux à traiter l'information. Ça va? Vous voyez, c'est ce point-là qui est essentiel et qui montre, en quelque sorte, ce que nous sommes aujourd'hui en train de dire. Alors, nous sommes donc transformés aujourd'hui en un agent de production d'actes taylorisés et protocolisés. Et donc nous sommes destitués comme ouvriers, capables de faire œuvre, par une violence technocratique, bureaucratique étonnante. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'agences, le nombre d'instances, non seulement les agences régionales de santé, la Haute Autorité de Santé Publique, non seulement les agences de la recherche. Enfin, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'agences bureaucratiques qu'il y a aujourd'hui dans notre pays. Et sans compter, bien évidemment, ce que nous coûte McKinsey et les autres cabinets de consultants dont je parlerai tout à l'heure si on a un peu le temps. C'est un point très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a pléthore d'administratifs dans les hôpitaux, là où on manque de soignants. 30% des postes de médecins, c'est-à-dire de praticiens hospitaliers, ne sont pas pourvus. Il manque, vous le savez, des infirmières, des infirmiers, des aides-soignantes, etc., des psychologues. Et vous avez, n'est-ce pas, il faut se demander comment ça se fait. C'est pas la faute des administratifs, c'est pas ça. C'est qu'en gros, le système ne fonctionne que par une espèce d'obésité bureaucratique, permettant quoi? Permettant de mettre justement les professionnels en esclavage. En esclavage. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous imaginer le temps qu'on doit passer pour rendre compte de ce qu'on devrait faire et qu'on n'a pas fait, mais pour faire quand même semblant de l'avoir fait. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer, n'est-ce pas, combien coûtent toutes ces instances validantes, habilitantes, etc. Alors, mieux que moi, quelqu'un l'a dit, c'est le cinéaste Ken Loach. Ken Loach est un cinéaste extraordinaire, j'espère que vous avez vu tous ses films. Il écrit dans un livre qui s'appelle « Défier le récit des puissants ». Avec le temps, ça a été de plus en plus contrôlé. Plus les années ont passé, plus le format de ce qui marchait en termes d'audience s'est développé, rigidifié. Tout s'est bureaucratisé, hiérarchisé. Et comme dans toute industrie, le cinéma devenu industrie, et comme dans toute industrie, la pression sur la production s'est fortement intensifiée. La tendance est à la réduction des équipes et à la multiplication des managers, qui, pour justifier leur position, se doivent d'intervenir dans tous les domaines, du scénario au casting. Dans les années 1960, ils ne vous disaient pas quels acteurs vous deviez engager. Aujourd'hui, l'équipe de comédiens doit être approuvée par les représentants des maisons de production. Ce que décrit Ken Loach, dites-vous que c'est vrai partout. À l'hôpital, à l'université, dans les labos de recherche, dans les salles de rédaction des journaux, etc. Partout. Et donc, si vous voulez, cette bureaucratisation, ne croyez pas, encore une fois, qu'elle est une violence
exogène au système dans lequel nous sommes. Elle lui appartient de pied en cap. Et cette bureaucratisation, elle n'est pas simplement révélée par le nombre d'administratifs qu'il peut y avoir dans un hôpital ou qu'il peut y avoir dans une université, etc. Cette bureaucratisation, elle émerge des ruines d'une capacité de pensée. C'est-à-dire que cette bureaucratisation, elle n'est pas ce qui écrase la pensée, elle est ce qui vient naître à la place de la pensée. Ça va, je suis clair? C'est-à-dire que cette bureaucratisation, elle n'est pas seulement par le nombre d'administratifs à l'hôpital, ce serait absurde. Cette bureaucratisation, vous l'avez avalée. Vous l'avez avalée. Elle est à l'intérieur de votre cerveau dès lors que vous répondez professionnellement aux exigences normatives qui vous sont posées par d'autres, avec comme souci de répondre aux normes et aux scores pour pouvoir être validé et pour pouvoir se vendre pour des choses simplement. C'est-à-dire que cette bureaucratie, elle est à l'intérieur même de notre manière de penser. Elle la remplace. Elle la remplace. Or, quand vous pensez à ce que disait Hannah Arendt également, à savoir que, je n'ai pas le temps de la citer, je ne vais pas retrouver comme ça la citation, tant pis, mais à savoir que, en quelque sorte, la morale est consubstantielle à la capacité de penser. C'est-à-dire la possibilité de distinguer le bien du mal est une capacité qui est liée à la possibilité de penser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, non seulement nous avons altéré notre capacité de penser au point que nous l'avons remplacée par un langage administratif et par tout un ensemble de techniques et de procédures normatives qui viennent en lieu et place de la réflexion, mais ça veut dire aussi que nous avons perdu le sens de la morale. C'est ça que ça veut dire. Et souvenez-vous de ce que disait déjà Albert Camus dans La crise de l'homme en 1946. Il disait que le grand danger de l'utilitarisme moral, c'est de considérer que ce qui compte, ce sont uniquement les résultats, et peu importe les moyens d'y parvenir. Et il disait alors, si Hitler avait gagné la guerre, est-ce qu'on aurait pensé les choses autrement? Si vous partez des résultats, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire bien sûr que l'histoire, de toute façon, est toujours écrite par les vainqueurs et que d'une certaine manière, c'est eux qui construisent, fabriquent la vérité historique venant légitimer le fait qu'ils ont gagné. Alors, je vous ai évoqué tout à l'heure cette question qui s'est posée très concrètement à un de nos collègues qui est directeur de recherche au CNRS en virologie à Marseille, qui s'appelle Bruno Canard, où on lui refuse ce microscope et où ensuite on lui propose des millions, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il en fasse? Je veux dire que, qu'est-ce qu'il voulait, enfin, il ne va pas trouver miraculeusement une solution, n'est-ce pas, au Covid, comme ça. Je veux dire, la recherche demande du temps, la science demande du temps. Elle ne peut pas être une réaction immédiate à une commande. Et c'est intéressant, ça. C'est pour ça que je fais une petite incise, une parenthèse. C'est intéressant parce que c'est vrai dans tous les métiers. C'est comme si on vous demandait une réactivité immédiate pour résoudre un problème. Et donc, on ne vous laisse pas le temps propre à la maturation qui est la vôtre dans le domaine qui est le vôtre. Ça va? Je suis clair? Alors, ça, bien sûr, c'est favorisé par la conception que l'on a aujourd'hui de la valeur. Aujourd'hui, la valeur, qu'est-ce que c'est? La valeur aujourd'hui, c'est des chiffres, c'est répondre à des scores, c'est, encore une fois, tout se passe comme si la qualité n'était qu'une propriété émergente de la quantité. Combien de mentions bien ou de mentions très bien dans votre classe de terminale? Combien de papiers publiés dans des revues à fort impact factor dans votre laboratoire? Combien de tests soutenus? Combien de spectateurs? C'est-à-dire qu'on a là, vous voyez, on a réduit la valeur à
quelque chose qui a un équivalent monétaire. C'est-à-dire le lien, il est là. C'est-à-dire que c'est ce qui est convertible en langage de machine, convertible, si vous voulez, en monnaie. Et ça, bien évidemment, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que ça laisse de côté tout ce dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, le numérique, les nouvelles technologies n'ont fait qu'amplifier ces dispositifs de fabrique des servitudes. L'humain, comme vous le savez, il est ce qu'il mange. L'humanité, c'est ce qu'il mange qui la désigne. Et aujourd'hui, ce qu'elle mange, l'humanité, c'est du numérique. Nous sommes dans une humanité numérique. Nous bouffons du chiffre, nous bouffons des techniques numériques, nous bouffons des nouvelles technologies, et donc nous tombons dans ce type de rationalité dont je parlerai rapidement. Alors, pour commencer les premières pages de mon livre, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose qui est ce que le philosophe Gilles Deleuze appelait une société de contrôle. Et une société de contrôle, c'est différent de ce que notre philosophe Michel Foucault appelait les sociétés disciplinaires. Les sociétés de contrôle, elles n'ont pas besoin d'enfermer, elles n'ont pas besoin de territoire délimité. Pour prendre Deleuze, 1987, il anticipe ce qui s'est passé avec le Covid. Il anticipe que, justement, alors il est à l'ère du Minitel, il n'est pas encore à l'ère, comme vous savez, du télétravail, mais il anticipe déjà qu'on va effacer les frontières pour toujours plus enserrer les humains dans des dispositifs qui les contrôlent. Je suis clair. Et donc il y aura moins de différence entre les loisirs et le travail. Il y aura moins de différence entre l'école et le reste de la vie, etc., etc. Il y aura moins de différence entre l'hôpital psychiatrique et puis la cité et autres. C'est-à-dire on va déterritorialiser. Et c'est cela qui est nouveau et, si vous voulez, la prophétie de Deleuze, elle est en train de se réaliser. On a de moins en moins besoin d'enfermer, on a de moins en moins besoin de localiser, on a de moins en moins besoin de territorialiser. Au contraire, on va effacer toutes ces frontières pour mieux tenir les gens en servitude. Et comment est-ce qu'on les tient en servitude? On va être très concret. On les tient en servitude par le truchement même des informations dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez par exemple sur le net. Nous on a regardé en venant Troyes, on ne savait pas très bien que ce soit venu déjà une fois, comme vous savez, on ne savait pas très bien où se situait Troyes, quel type de ville et autres. On a regardé, on a eu immédiatement des informations, gratuitement. On les a payées. Vous savez comment on les a payées? Par les traces numériques que l'on a laissées. Et qui font que peut-être ce soir ou demain, je recevrai des propositions de restaurants à Troyes, ou des propositions d'hôtels à Troyes, etc., ou de garages. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, nous sommes dans une société totalitaire. Ce contrôle total des comportements des individus n'opère pas par une police qui va contrôler. Elle opère par le truchement des informations que vous laissez, qui sont traitées, qui sont vos traces, et vous allez pouvoir être suivi, contrôlé, normalisé à la trace. C'est ça, les fabriques de servitude dont je voulais vous parler si j'avais été un peu plus inspiré. Enfin, c'est un peu difficile, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et donc, vous voyez, je vous donne une citation aussi de Deleuze, il faut que je la retrouve. Je suis un peu perdu, du coup. Bon, tant pis. Donc, vous voyez, nous mangeons des algorithmes et, en gros, nous sommes en quelque sorte tenus, aliénés par ce que nous mangeons.
Deleuze écrit « À un premier temps, la communication est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi? Ce n'est pas très compliqué, tout le monde le sait. L'information est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont appelées à juste titre des communiqués, ce qui revient à dire que l'information est exactement le système du contrôle. Donc, si vous voulez, en gros, par ces informations que nous recevons, ces Waze à tous les étages, n'est-ce pas, dans notre vie, eh bien, par ces informations, nous sommes placés, guidés, contrôlés, suivis, sans être encore une fois forcément brutalisés, réprimés, sanctionnés. Nous sommes placés sur ce que Deleuze appelle des autoroutes de servitude. On va faire vite, on va faire simple. C'est vrai que j'ai fait pour l'instant que déblayer les choses. Donc je vais plutôt vous donner 2-3 pistes que nous aurions pu traiter et que je n'ai pas le temps de traiter. Peut-être ça vous donnera d'ailleurs envie d'acquérir mon livre. Après tout, c'est aussi un moyen de me faire un peu de publicité. Alors, si vous voulez, le premier point, vous l'avez compris, je crois qu'aujourd'hui, le premier point qui est relativement simple, c'est qu'aujourd'hui, ce que Foucault appelle la conduite des conduites, la politique, si vous voulez, qui permet une gestion des populations, qui aujourd'hui est devenue une espèce de gestion bioalgorithmique des populations, elle passe par un pilotage par les chiffres. Or, c'est nous faire croire que les chiffres sont objectifs. Aucun mathématicien sérieux, aucun scientifique ne pourra valider cette thèse. Vous savez, Alfred Sauvy, qui n'était pas un gauchiste, loin de là, Alfred Sauvy disait que les chiffres étaient des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent toujours par dire ce qu'on veut leur faire avouer. Et je crois que c'est un peu... Alors vous allez avoir des tas de débats sur les chiffres, le chômage, tout ça, etc. Mais il faut bien voir qu'à l'appel des appels, on a eu la chance d'avoir quelques mathématiciens scientifiques de très haut niveau. Ils nous ont bien expliqué que c'était pipeau. Il n'y a pas d'objectivité des chiffres, c'est pas vrai. Tout dépend de la manière dont ils sont fabriqués et tout dépend de la manière dont vous pouvez, encore une fois, les interpréter. Et aujourd'hui, on passe un peu par là. C'est-à-dire on passe par une société du spectacle, entre guillemets, qui va vous en mettre plein la vue par des chiffres pour pouvoir vous amener à faire librement ce qu'on a décidé pour vous. Et vous allez avoir une censure qui ne va pas opérer par l'interdit, ça c'est les sociétés disciplinaires, mais qui va opérer par ce qu'on appelle l'empêchement. C'est-à-dire qu'en gros, on va vous empêcher de choisir certaines solutions en vous facilitant le choix d'autres solutions. Et c'est ce qui se produit au niveau, bien sûr, de notre travail. Donc, encore une fois, cette numérisation du monde dont je parle, il ne faut pas la considérer comme diabolique, c'est pas ça. C'est qu'en quelque sorte, elle est devenue le moyen par lequel nos sociétés post-démocratiques... Alors là, c'est pas la peine, là. Le moyen par lequel nos sociétés post-démocratiques, finalement, se résignent à l'abandon d'un véritable dialogue contradictoire qui constitue la substance même de la politique. Donc, si vous voulez, et je n'ai pas le temps de vous le montrer, bien sûr, mais ce que je suis en train de vous raconter s'apprend très vite. Par exemple, à l'école, c'est ce que je reviens sur cette question, à l'hôpital, n'est-ce pas ? Quand, par exemple, je reviens sur M. Blanquer, puisque M. Lefebvre est très content quand je parle de M. Blanquer, n'est-ce pas ? Quand vous avez la correction des copies en 2021 de philo au bac, avec Santorin, hein, le fameux... Eh bien, si vous voulez, il y a là quelque chose qui est vraiment la destruction d'un métier, qui est le métier de prof de philo. Et je vous donne cet exemple. Je prendrai 5 minutes après pour vous donner quelques voies de sortie, si j'ose dire. Eh bien, les copies de philosophie sur l'épreuve écrite passées par les candidats du bac général n'ont pas été envoyées directement au correcteur
Pour réduire, vous voyez là les chiffres, pour réduire les déplacements des enseignants et la manipulation des copies, le ministre a décidé sans consultation, et là si j'avais le temps, il y a un chapitre complet qui vous montre qu'aujourd'hui nous sommes dans ce qu'on appelle le libéralisme autoritaire, qui est la voie d'entrée du fascisme. 1932, Carl Schmitt, n'est-ce pas, prône le libéralisme autoritaire comme voie d'entrée du fascisme. Qu'on prenne une voie ou une autre, c'est là où on risque de finir si on ne change pas les choses. Eh bien, le ministère a décidé sans consultation qu'elle serait scannée, numérisée, puis téléchargeable par un logiciel Santorin. C'est un pas supplémentaire dans la transition numérique à laquelle tient bien sûr Blanquer, mais pas seulement Blanquer, le gouvernement tout entier. Et passons sur la série des catastrophes, c'est-à-dire que bien évidemment, vous le savez, n'est-ce pas, les copies peuvent être illisibles, incomplètes, elles peuvent être mélangées, elles peuvent, encore une fois, aussi faire perdre beaucoup de temps aux profs qui ne savent pas trop s'y prendre avec le numérique, etc. Passons, laissons tout ça. Ce qui est incroyable, c'est que ce que ne peut pas comprendre le ministère à ce moment-là, c'est qu'une dissertation philosophique, c'est quelque chose qu'on touche, qu'on sent, sur laquelle on fait des annotations, qu'on la remet et puis on la reprend. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de manipulations tactiles et vivantes, dont bien évidemment, qui sont soustraites par, encore une fois, une correction uniquement par le numérique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un professeur de philosophie, Michel Bouton, il va publier une lettre que j'ai intégrée dans mon livre. C'est intéressant parce qu'il n'a pas publié cette lettre dans un journal marxiste, gauchiste, voire même socialiste. Il a publié cette lettre dans Le Figaro, qui n'est quand même pas tout à fait réputé pour être un journal révolutionnaire. Eh bien, il accuse le ministre de traiter son travail avec mépris, sans respect, et il écrit la chose suivante. « Il devient ainsi manifeste que la numérisation des copies, loin de constituer un simple outil au service de ceux qui l'utilisent, représente au contraire la mise en œuvre d'une idéologie de la standardisation des pratiques, de contrôle et de téléguidage. C'est tout un processus technocratique de mécanisation gestionnaire centralisée et de déshumanisation qui ici, étape après étape, insidieusement se met en place. Autant traiter tout de suite les professeurs comme des machines. » Cette lettre que j'ai intégrée dans mon livre, elle est, à mon avis, admirable. Elle a une seule erreur. Autant traiter les professeurs comme des machines. Mais c'est déjà fait. Là, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais en quelque sorte, toute l'architecture du ministère de l'Éducation, n'est-ce pas, de la moindre petite classe jusqu'à l'administration centrale, est organisée comme ça. Pour vous donner un exemple, d'ailleurs, M. Blanquer, n'est-ce pas, ne permet plus la nomination des hauts fonctionnaires de l'administration centrale, ils sont détachés. Vous saisissez la nuance ? Le libéralisme autoritaire, s'ils sont détachés, ça veut dire que s'ils ne plaisent pas au patron, ils peuvent retourner sur l'ancien poste. Et tout est fait comme ça. Et même, si vous voulez, il y a, par exemple, vont se multiplier également. Il y a une enquête qui a été faite et publiée le 7 juin 2021 dans Libération par une journaliste, Marie Piquemal, qui est allée, si vous voulez, voir les choses de près. Outre les réformes médiatiques comme celle du bac, le ministre mène avec autorité une transformation en profondeur de l'institution, réduisant son indépendance. C'est-à-dire que, par exemple, même sur le remplacement, si vous voulez, des épreuves communes, vous savez, au baccalauréat, par la moyenne des notes, eh ben, en même temps, c'est accompagné de jurys qui doivent, bien évidemment, harmoniser les notes et donc contrôler tout le travail des établissements, contrôler tout le travail des professeurs. Donc vous avez une espèce de pieuvre numérique. C'est ça, les fabriques de servitude. Bon, je ne repars particulièrement à Blanquer, même si je l'apprécie pas trop, parce que c'est vrai partout. Et c'est vrai ailleurs qu'en France aussi. Quelque chose est en train de se passer. Vous voyez, c'est ce point qui est important. Alors, ce quelque chose qui est en train de se passer, il y a un historien, philosophe sénégalais que j'aime beaucoup, que je cite beaucoup dans l'ouvrage, qui s'appelle Achille Mbembe, que vous connaissez peut-être, n'est-ce pas, qui vient d'être chargé d'ailleurs d'une mission importante sur l'identité, qui, en une phrase, dit ce que je suis en train de vous balbutier depuis tout à l'heure. Pour la première fois dans l'histoire humaine, le nom nègre ne renvoie plus seulement à la condition faite aux gens d'origine africaine à l'époque du premier capitalisme. C'est cette fongibilité nouvelle, cette solubilité, son institutionnalisation en tant que nouvelle norme d'existence et sa généralisation à l'ensemble de la planète que nous appelons le devenir nègre du monde. Donc, voilà ce dont je parle
en apportant des éléments factuels que je n'ai pas eu le temps, là, bien sûr, de développer. Et je vous prie aussi de bien vouloir m'excuser si je n'ai pas une forme impeccable. Alors, vous voyez, il faut bien voir qu'il y a là quelque chose qui est tout à fait terrible, parce que c'est vers cela que nous avons tendance à aller, à évoluer. Et puisque je vous ai parlé des fabriques, très rapidement, mais des fabriques de servitude, donc vous avez compris, il y a Taylorisme, il y a encore une fois, n'est-ce pas, cette numérisation du monde, il y a encore une fois cette importance, cette infobésité qui est en même temps un réseau tentaculaire qui suit les individus sans les réprimer, et souvent sur un mode fun, sur un mode drôle, sur un mode amusant, mais qui en même temps, n'est-ce pas, un treillis de normes qui est lancé, un filet numérique qui est lancé sur les populations et qui vise à les tenir et donc à les guider avec bien sûr ce que j'appellerais une copulation avec l'idéologie des neurosciences. Pas des neurosciences, c'est tout à fait formidable les neurosciences, mais l'idéologie scientiste, qui n'est pas la même chose de la science, en faisant croire que, bien sûr, c'est tout à fait naturel, tout à fait normal. Alors, encore une fois, face à ça, d'abord, ce qui est... Alors, il y a aussi, juste avant de vous parler des moyens de s'en sortir, il y a aussi autre chose d'extrêmement important, qui est la réduction non seulement de l'individu à un segment de population statistique, donc l'individualisme de masse pour aller vite, non seulement la réduction de l'individu à la somme de ses comportements, mais aussi à ses fonctions d'utilité. Et pour vous donner un exemple que je n'ai pas le temps de développer, n'est-ce pas, il y a quelqu'un qui montre bien ce que peut devenir une vie uniquement indexée, organisée par la fonctionnalité et l'utilité. C'est un architecte, c'est un urbaniste, il s'appelle Le Corbusier. Et ce Le Corbusier, qui avait des fréquentations assez fascistes, pour aller vite, il y a un livre qui s'appelle Le technofascisme de Le Corbusier d'ailleurs, si vous voulez, c'est intéressant parce que pour lui, la ville, ça n'est rien d'autre qu'un lieu pour faire des affaires. Et donc il faut tout aménager pour qu'on puisse faire des affaires. La maison, ça n'est rien d'autre qu'une machine où habiter. Le siège, ça n'est rien d'autre qu'une machine où s'asseoir. C'est-à-dire que tout ce qui compte, c'est la fonction. Tout ce qui compte, c'est l'utilité. Alors ça prend des services. À Marseille, il y a ce qu'on appelle la maison du Fada. N'est-ce pas ? On n'y vit pas si mal que ça, c'est pas ça le problème. C'est en gros la philosophie de cet urbanisme-là qui est de réduire en quelque sorte le vivant à sa fonction d'utilité. C'est ce point, et d'utilité, c'est dit, là, je n'ai pas le temps de vous chercher des citations, on perdrait trop de temps, d'utilité pour faire des affaires. Donc ce qui compte, vous voyez, je ne sais pas si vous avez essayé d'avoir la gentillesse de replacer les Legos que je vous ai proposés pour construire le modèle, voyez, mais par rapport à ça, eh bien, effectivement, il nous faut inventer un autre imaginaire. Il nous faut inventer d'autres utopies. Et c'est un peu le message du livre. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, par rapport à cette lecture-là, il nous faut inventer des utopies, pas des utopies qui soient, si vous voulez, des projets de société dans le futur, ça sert strictement à pas grand-chose, n'est-ce pas, sauf à rêver pour supporter les cauchemars, ni des utopies en termes de romans et autres, bien qu'il y ait des romans tout à fait formidables sur les utopies, mais ce que j'appelle l'habitus utopique, c'est-à-dire la possibilité de subvertir la mise en ordre du monde, à un moment donné, qui est fait par les puissants. C'est-à-dire la possibilité, vous savez, par exemple, vous donnez des exemples qui vont vous parler, c'est ce qu'ont fait un petit peu les situationnistes à un moment donné. Lorsqu'ils ont dit on va transformer Paris en un canton de Chine. Ils ont inversé comme ça les noms des rues. Ils ont bouleversé une géographie physique et administrative qui était en même temps une subversion de la géographie mentale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, l'habitus utopique que je prône, c'est la capacité de faire surgir de l'inédit dans une mise en ordre du monde qui nous est imposée et qui est normative et qui, encore une fois, ne sert qu'à quelque chose qui s'appelle le productivisme. Donc, nous faut sortir, si vous voulez, de cette mise en ordre du monde qui nous est donnée comme naturelle. C'est pour ça qu'on fait souvent allusion à la science, parce que nous, nos amis scientifiques, ils rigolent quand on leur parle de science avec les propositions de Blanquer et compagnie. Ce n'est pas de la science. Et d'ailleurs, dans tout l'ouvrage, il y a toute une partie que je ne vais pas développer ce soir, mais qui montre que les véritables scientifiques, c'est-à-dire par exemple la physique einsteinienne, comme la physique quantique, elle ne croit pas à ce réalisme-là. Einstein, à la fin de sa vie, il dit « Pour le physicien que je suis, la distinction entre passé, présent et futur est une illusion. »
Comme vous le savez, n'est-ce pas, pour la physique quantique, il n'est plus possible d'établir des rapports de causalité ou des rapports de localité. Vous savez très bien que tous les travaux de Niels Bohr, d'Heisenberg, de Schrödinger montrent au contraire que nous sommes sur un monde qui est tout à fait incertain, tout à fait instable. Nous marchons sur une matière qui est constituée de vide. N'est-ce pas ? Nous savons également que, à la question de savoir si la lumière est ondulatoire ou corpusculaire, eh bien, tout dépend de la question et la lumière peut vous répondre « oui, je suis constitué de corpuscules, non, je suis constitué d'ondes ». Et elle peut passer, si par exemple vous mettez, c'est la fameuse expérience de Jung, mais peu importe, si vous mettez, n'est-ce pas, un écran avec la possibilité pour la lumière de passer par une des fenêtres sur l'écran qui se projette derrière notre écran, eh bien, elle peut passer à plusieurs endroits à la fois. De la même manière, quand Heisenberg pose, si vous voulez, le principe d'incertitude, à savoir qu'on ne peut à la fois déterminer la position et la vitesse d'un électron, que par exemple deux corpuscules, deux particules qui ont été en quelque sorte en contact à un moment donné, elles ont la même fonction d'onde et elles vont pouvoir continuer à communiquer à distance, même lorsqu'elles sont séparées. Enfin, si vous voulez, ce qu'apportent les nouvelles... Vous connaissez aussi le paradoxe de l'expérience de pensée de Langevin des deux jumeaux, je suppose. Le temps n'existe pas. La physique quantique a fait exploser le temps, a fait exploser l'espace. D'abord, ça a commencé avec Einstein, mais ensuite, ça s'est poursuivi avec la physique quantique. Le paradoxe de Langevin veut que, par exemple, si vous avez deux jumeaux, il y en a un qui reste sur Terre et l'autre qui est envoyé, n'est-ce pas, dans une fusée, eh bien, ces deux jumeaux, lorsque celui qui a voyagé dans l'espace revient sur Terre, ils ont quelques différences d'âge. Il y en a un qui a vieilli plus vite que l'autre. De la même manière, n'est-ce pas, si j'ose dire, le temps passe plus vite en montagne qu'à la plaine. Donc, dans votre tête, le temps passe plus vite qu'avec vos pieds. Bon, peu importe. Mais il y a 50 000 expériences comme ça qui rendent compte que notre monde est complexe, qu'il est instable, qu'il est incertain, et que, par exemple, pour les physiciens quantiques, n'est-ce pas, les conséquences peuvent devenir des causes. C'est-à-dire que, justement, on peut remonter le temps. Il y a là, c'est tout à fait fascinant, je ne vais pas vous le développer ce soir, mais en gros, ce qu'on appelle la science aujourd'hui n'est pas véritablement la science. La science qui nous a tout à fait, si vous voulez, bouleversés, c'est une science des années 1927, le principe de complémentarité de Bohr est de 1927, le principe d'indétermination d'Heisenberg est de 1927, n'est-ce pas ? Et toutes les découvertes que nous faisons actuellement, les lasers, etc., toutes ces nouvelles technologies reposent. Ce n'est pas des expériences purement philosophiques, ça repose, si vous voulez, sur justement les données de ces nouvelles découvertes scientifiques, mais nous ne les avons pas encore, c'est ça que je voudrais vous faire passer, nous ne les avons pas encore intégrées socialement et psychiquement. Et que le jour où nous serons à même justement de les intégrer socialement et psychiquement, nous nous apercevrons que tout ce qui nous est raconté comme soi-disant scientifique, c'est pipeau, ça ne vaut strictement rien, pas grand-chose en tout cas. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, si vous voulez, je termine un peu mon livre et en même temps, je vais terminer mon topo. Vous voyez, je m'appuie énormément sur cette idée que, en gros, le monde n'est pas aussi plat que les pseudosciences veulent nous le faire croire. Il n'est pas aussi déterminé que ce qu'on veut nous le faire croire. Il y a une possibilité de lui rendre sa complexité. Il y a une possibilité d'intégrer justement ce qui fait le potentiel, la puissance de création. Mais ça, il faut, en quelque sorte, pour cela, qu'on réhabilite la valeur de la parole, qu'on réhabilite le temps du dialogue, de l'échange, qu'on réhabilite, si vous voulez, tout ce qui est, en quelque sorte, il faut inventer de nouveaux imaginaires. Et une société, je n'ai pas le temps de développer aussi, mais Cornelius Castoriadis a beaucoup insisté là-dessus, une société ne peut tenir que par la production d'imaginaire. C'est ça qui fait tenir une société. Vous l'avez d'ailleurs chez Durkheim. On présente Durkheim, le père de la sociologie française, comme un abominable positiviste. Or, il vous dit tout de suite qu'il n'y a aucune catégorie sociale qui n'ait été précédée d'une catégorie spirituelle, il dit, lui, religieuse, pour aller très vite. Voyez. Donc, en quelque sorte, c'est cela, et je crois que c'est la raison pour laquelle je suis très dur, en quelque sorte, à l'égard d'un certain nombre de personnages que vous avez, n'est-ce pas, que j'ai cités, vous avez entendu, parce que ce sont des tueurs de la possibilité d'inventer de nouveaux imaginaires qui constituent pourtant ce qui pourrait constituer de nouvelles manières d'être ensemble, de nouvelles manières de vivre.
n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas encore une fois de détruire les techniques, il ne s'agit pas encore une fois, si vous voulez, de détruire le numérique, il ne s'agit pas de détruire l'économie, c'est pas ça. Il s'agit de faire en sorte qu'il y ait un pluralisme dans la manière de penser, comme il y a un pluralisme des langues. Dernièrement, il y a un philosophe sénégalais, Souleymane Bachir Diagne, qui en a parlé à propos de la traduction de langue à langue. N'est-ce pas ? Ce qui fait la richesse d'une langue, c'est la possibilité de se confronter aux autres langues. Parce que justement, l'intraduisible que chacune, n'est-ce pas, contient, ne peut être en quelque sorte rendu que par la confrontation aux autres langues. Donc, si vous voulez, je suis de ce côté-là. Et pour terminer, je ne vous en ai pas parlé ce soir, mais je m'appuie aussi beaucoup, lorsque je parlais justement des servitudes. Si on dit servitude, il faut aussi voir comment on s'en sort, comment on peut s'émanciper de ces servitudes. Eh bien, si vous voulez, avec moi, suivre la métaphore, je vous proposerai la métaphore suivante, qui nous est donnée par des philosophes et des poètes antillais, n'est-ce pas, Patrick Chamoiseau et Édouard Glissant, notamment. Quand Édouard Glissant dit dans la dernière conférence avant sa mort, Édouard Glissant dit « Rien n'est vrai, avec un grand V, tout est vivant ». Rien n'est vrai, tout est vivant. Et toute son œuvre, n'est-ce pas, est en quelque sorte nourrie justement de cette pensée-là. Et lorsque Patrick Chamoiseau, qui est très proche d'Édouard Glissant, ils ont fait ensemble notamment plusieurs bouquins, mais un qui s'appelle « La beauté du monde », n'est-ce pas, l'intraitable beauté du monde. Il y a dedans d'ailleurs une lettre à Obama. Eh bien, lorsque Patrick Chamoiseau dit, en gros, lorsque les esclaves s'enfuyaient, ils marronnaient. Vous savez que le marronnage, qu'est-ce que c'est ? C'est la fuite des esclaves. Marron, ça vient d'un mot espagnol qui veut dire les cimes. En gros, ce sont les esclaves fuyards, et quand on les rattrapait, vous le savez, on les tuait, on les mutilait, on leur coupait les jambes, enfin, etc. On leur fait les pires atrocités, n'est-ce pas ? Eh bien, il dit, mais il y a une autre manière de marronnage qui échappait à la vindicte des négriers, c'était la possibilité le soir, lors de certaines cérémonies, d'échapper à la langue utilitaire du maître en dansant, en chantant et en se racontant des histoires. Eh bien, si vous voulez, mon discours, il est aussi une invitation. Il est une invitation à marronner. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de promettre la révolution, il ne s'agit pas simplement de renverser les institutions. Il faut d'abord que nous puissions socialement, psychiquement, culturellement accepter de nous enfuir de cette langue utilitaire qui emprisonne aujourd'hui la planète entière, et que cette manière de nous enfuir, ça peut être justement, si vous voulez, par le chant, la danse, le conte, la parole d'une certaine manière. C'est ça. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et par exemple, vous voyez, quand Édouard Glissant dit « le jazz est une musique créole », pas parce que ça a été inventé par des Noirs, mais parce que c'est une musique rhapsodique qui rassemble l'ensemble des rythmes qui ont été enfouis dans le limon des bateaux négriers. Oui. Et donc, c'est en quelque sorte, c'est à cela qu'est mon invitation. C'est pour ça que cet ouvrage est peut-être un peu plus optimiste que les précédents. Il n'y a pas que des servitudes, il n'y a pas que des aliénations, il n'y a pas que des confiscations ontologiques ou sociales, enfin de l'être social. Il y a aussi une possibilité de s'en sortir. Peut-être que nous ne savons pas nous en servir. Or, il n'y a que par justement ces marronnages-là que nous pourrons retrouver, si vous voulez, notre goût de vivre et notre goût d'aimer. Je vous remercie.